Lundi 28 juin 2021, bienvenue à une autre édition du podcast La Relève. Anthony Desaulniers, Martin Thériault, avec un invité un peu spécial cette semaine. Il est journaliste pour le Journal de Québec et il est aussi un redoutable défenseur, un de mes très bons amis, Kevin Dubé. Ça joint à nous. Kevin, comment ça va? Salut Dejo, ça va très bien, content de te revoir, tabarouette. On dirait que ça fait déjà 10 ans, je pense, qu'on a fini qu'on a terminé le exact, on a terminé en 2011. Ça fait 10 ans. Ouais. Puis c'est ça. Moi, ce que je veux savoir avant de commencer, Kevin, là, comment c'était de jouer contre Anthony, attaquant versus défenseur, là, ou à moins qu'ils étaient dans la même équipe, là? C'est sûr qu'on embarque dans ces genres de scoop-là. J'espère que j'avais un Patreon ou quelque chose de même parce qu'il y avait une couple d'anecdotes savoureuses. Savoureuses à dire. Non, mais moi, pour la petite histoire, on était plus des coéquipiers. J'ai eu la chance d'avoir comme capitaine là, Kevin Dubé, là, un leader formidable là, qui nous a amenés à la bataille. Ah ouais, non, Deso, c'était un travaillant acharné. Puis t'es pas devenu joueur-entraîneur aussi à la fin? Je suis passé de joueur-entraîneur à joueur, en fait, parce que Benjamin s'était blessé dans le game. Écoute, des péripéties, on pourrait en compter, là. On pourrait en compter, là. Ouais. C'est drôle parce que récemment, j'étais sur un autre podcast avec Guillaume Lepage, puis Guillaume, lui, qui travaille pour le LNH.com, c'était le gardien de notre équipe rivale quand on était dans la Ligue du Cégep, puis il me rappelait à quel point... il me rappelait de notre défaite en finale contre eux, en finale des séries, puis ça faisait aussi mal. Là, il m'en parlait, puis j'avais le cœur qui serrait comme si c'était hier. On salue Tim Monette, qui malheureusement n'a pas pu jouer à cause de son poignet. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent, là, mais vivement le Ligue de hockey de garage, parce que ça fait du bien de nous aussi se projeter, d'imaginer qu'on est en finale de la Coupe Stanley, de dire que nous aussi, on joue pour les grands honneurs, ben c'est ce que vit le Canadien de Montréal. Kevin, je veux pas qu'on en parle pendant des heures et des heures, mais ça reste que c'est important. Le Canadien est en finale. Es-tu surpris de cette run-là? Penses-tu que l'avais-tu vu venir? Ben non. Ben écoute, moi honnêtement, si quelqu'un me dit qu'il l'a vu venir, pour vrai, je vais avoir de la misère à le croire. Là. Jamais, puis je faisais partie de... honnêtement, je faisais partie de ceux, après, quand c'était 3-1... Toronto en première ronde qui parlait, qui disait ça prend un grand ménage, ça prend quelque chose de différent, le plan ne fonctionne pas, il y a quelque chose, le fameux reset ne marche pas, il y a quelque chose dans cette équipe-là qui ne fonctionne pas. Puis écoute, je me le fais remettre, d'en face. Je pense que c'était pas le seul. Là. Solide. Tu sais, il y a quelque chose, je trouve, de magique avec cette run-là. Tu sais, quelque chose que tu peux pas expliquer. Puis ça arrive des fois, c'est drôle, je pense tout le temps aux Mighty Ducks d'Anaheim, à l'époque où c'était les Mighty Ducks d'Anaheim, quand ils s'étaient rendus en finale contre les Devils de New Jersey, l'année où Scott Stevens avait étampé Paul Kariya au centre de la glace. En 2003, je crois. 2003, avec l'année où Jean-Sébastien Giguère a remporté le Conn Smythe sans avoir gagné la Coupe. Là. Exactement. Puis Mike Babcock, je pense que c'était l'entraîneur des Mighty Ducks. Puis, tu sais, il y avait quelque chose de spécial avec cette équipe-là qui était dur à expliquer. C'était pas une équipe qui était favorite. Il y avait du talent. Il y avait un gardien de but, comme Martin a dit, qui roulait sa tête littéralement. Puis, j'ai l'impression de revoir ça un peu avec les Canadiens, là, à certaines différences près. Mais il y a quelque chose de spécial, quelque chose de, tu sais, quand ils sont arrivés en prolongation contre Vegas au match numéro 6, on dirait qu'on le savait qu'il allait gagner. On dirait qu'il y avait quelque chose qui... C'était réglé. Là, le Canadien allait se rendre en finale. Puis j'ai de la misère à le croire encore parce que je pense qu'on est à peu près tous de la même génération. Moi, quand le Canadien a gagné la Coupe Stanley en 93, j'avais 3 ans. Fait que j'ai aucun souvenir de ça. Puis puis depuis ce temps-là, on a presque été que déçus par cette organisation-là. Là, ça a été sûr que moi, je me considère pas comme un partisan du Canadien de Montréal, mais ceux qui le sont, j'ai beaucoup de respect pour eux. Ceux qui sont restés, honnêtement, parce qu'il y a eu des déceptions, là, une puis un autre, puis c'est des grosses déceptions souvent. Puis là, cette année, on s'était fait vendre en plus une équipe, c'est Marc Bergevin au début de l'année qui parlait d'une équipe qui pouvait remporter la Coupe Stanley. Puis là, la saison ne se déroule pas nécessairement comme on pensait, puis boum, ils sont en finale. Fait que c'est le fun pour la ville, c'est le fun pour tout le monde. Puis j'ai vraiment le sentiment que
j'ai le feeling qu'ils vont battre Tampa Bay. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui me dit qu'ils vont gagner la Coupe Stanley. Puis ça comme, serait, juste ça le serait dire, incroyable. c'est absurde. Je dirais que c'est réel, mais j'ai vraiment le feeling que ça va arriver. Puis ce que je trouve le fun avec leur run, c'est qu'habituellement, les équipes qui atteignent la finale de la Coupe Stanley vont sacrifier au passage des choix repêchage ou des jeunes. Et c'est pas le cas avec le Canadien. Le Canadien est encore bien nanti en termes de choix et a conservé dans ses rangs un gars comme Romanov, un gars comme Kotkaniemi, un gars comme Suzuki. C'est vraiment, Romanov, exception faite, c'est vraiment les jeunes qui tirent cette équipe-là en séries éliminatoires. Puis ça, c'est vraiment intéressant pour l'avenir du club aussi. Oui, puis tu sais, l'avenir, puis quand je vous disais que j'étais parti sur mes lancers faut faire le grand ménage, tu sais, même je disais, tu sais, les jeunes, Romanov, puis tu sais comment on était motif là, à Montréal, quand ça va bien, on dit souvent never too high, never too low, là, mais à Montréal, c'est always high or always low, là. Fait que, puis tu vois Cole Caulfield puis Nick Suzuki qui sont en train de créer une chimie incroyable. T'as l'impression que le Canadien a enfin un duo de premier trio qui va pouvoir durer pendant 15 ans. Kotkaniemi marque des buts. J'ai encore certaines réserves par rapport à lui, mais on peut pas nier le fait qu'il a marqué 9 buts en 2 ans en série. Romanov va progresser, puis il y a aussi tout ce qui s'en vient. J'ai très hâte de voir Kaden Goulet. Lionel a bien fait dans la Ligue américaine. Fait que, l'avenir est intéressant malgré tout. Fait que c'est que du positif jusqu'à temps qu'on se remette à chialer sur l'équipe. Mais je suis surpris d'entendre Kevin sur Cole Caulfield. On l'a vu jouer depuis 2 ans, là, marque à profusion, que ce soit au niveau universitaire et même un petit peu au championnat mondial junior. T'attendais-tu à ce qu'il s'ajuste aussi rapidement à un calibre de la LNH, puis en série en plus? Là, moi, personnellement, je pense que ça renverse un peu tout le monde. Là, ce serait menteur de dire qu'on s'attendait à ce qu'il soit performant dès le départ en série. Là. Clairement. En toute humilité, moi, j'ai toujours cru en Cole Caulfield. Là, j'ai toujours pensé qu'il réussirait à faire ce qu'il fait en ce moment, mais pas tout de suite. Moi, j'avais vraiment le feeling qu'il était prêt pour la Ligue nationale, par exemple. Il y avait comme l'espèce de débat au début quand il est arrivé. Est-ce qu'on laisse dans la Ligue américaine se développer? Est-ce qu'on ça serait de le rusher, de l'amener dans la Ligue nationale? Moi, j'ai toujours pensé qu'il était prêt, mais jamais autant que ça. Puis, vous avez regardé le championnat du monde junior. Il y a beaucoup de gens qui se sont fiés aux statistiques là, pour juger du tournoi de Cole Caulfield. Mais moi, j'ai regardé tous les matchs des Américains. Puis plus souvent qu'autrement, j'ai trouvé qu'il faisait partie, avec Trevor Zegras, des 2 meilleurs attaquants de l'équipe. Il était dangereux, il créait des choses. Il n'a pas été chanceux. Il a pogné des poteaux. Des fois, une passe devant le filet, la rondelle saute par-dessus son bâton. C'est le genre de situation qui n'arrivera pas souvent. Caulfield, il va en mettre dedans 9 fois sur 10. Là. Il était dangereux malgré le fait que l'entraîneur ne le mettait pas nécessairement dans ce rôle-là non plus. Exact. Donc, il fallait voir un peu plus loin que les chiffres. Là-dessus, je te rejoins à 100%. Puis, ce qui m'impressionne aussi, c'est qu'il progresse à vue d'œil. Au fur et à mesure que les séries avancent, on ne le sait pas commencer contre Toronto, a tout de même trouvé une façon d'être dangereux, d'être dynamique, malgré qu'il n'y avait pas nécessairement de points qui venaient avec. La grosse passe pour éliminer les Jets et finalement, là, 4 buts contre les Golden Knights. Donc, on le voit qu'il y a une progression dans son jeu et comme tu as dit, une chimie incroyable avec Nick Suzuki qu'on aura probablement la chance de se voir développer pour les 15 prochaines années si le plafond salarial le permet là, pour le Canadien. C'est ça. Puis, tu sais, là, tout est beau. Là. Tu sais, là, il vient d'arriver, il n'y a pas de pression, c'est la saveur du mois un peu. Là. Le Canadien joue bien, il s'en va en finale. C'est pas sur lui qu'on compte en ce moment. Il produit, mais c'est pas nécessairement faut absolument que Cole Caulfield produise pour que le Canadien avance. J'ai hâte de voir dans les prochaines années maintenant, parce que là, à partir de l'an prochain, là, les attentes vont être élevées pour vrai. Caulfield d'un, les équipes vont savoir à quoi s'attendre. De 2, les attentes vont être plus élevées. Une saison de 82 matchs, c'est pas facile. Si on retourne encore à 82 matchs, ce qui semble être le cas pour l'an prochain, là. Saison de 82 matchs avec le voyagement, c'est pas quelque chose de facile. Donc, à partir de l'an prochain, on va voir vraiment de quoi il est capable. Mais c'est un gars qui a réussi à produire partout où il est passé, littéralement. Puis il est arrivé dans la Ligue américaine, 2 buts à son premier match avec le Rocket. C'est un gars qui trouve une façon à chaque fois. Puis moi, ça m'inquiète vraiment pas. Là. Ça, je pense que c'est un aspect qu'on a pas sous-estimé. Moi aussi, je l'adorais, Cole Caulfield, et je savais qu'il était intelligent. Mais à ce point-là, d'être capable de s'ajuster aux différents calibres de jeu, là, que ce soit la Ligue américaine, la Ligue nationale, débarquer immédiatement, puis pas nécessairement... Il y a des erreurs auxquelles tu pouvais t'attendre de le voir faire. Finalement, il les commet pas parce qu'il comprend très, très bien le système. Les entraîneurs lui ont enseigné des trucs et il l'a bien assimilé. Ça, honnêtement, c'est vraiment plaisant à voir. C'est ça que tu vois qu'il y a peut-être une coche de plus
que d'autres marqueurs conventionnels, si tu veux. Ouais, puis il y a le petit... tu sais, moi, ce que j'ai aimé, là, quand il a marqué son but, c'est le match numéro 6, je pense, contre Vegas, contre Robin Lehner, qui l'avait collé dans une conférence de presse une journée ou deux avant. Puis, tu sais, il a marqué, puis il est resté sérieux, mais avec une face de... Je vous l'avais dit. Lehner, il ne fait pas peur. Là, exact. C'est ça qu'il voulait dire. Là. Avec les petites mains dans les airs, de même, là, donnez-moi de l'amour, Montréal. Là. Exactement. Fait que, tu sais, il y a l'attitude aussi ça semble, puis je veux dire, là, on a un petit échantillon quand même, mais ça semble être le genre de gars qui carbure à ce genre de situation-là, puis à l'émotion, puis à la pression que Montréal amène. Kevin, on a une question de Maxime qui nous écrit. Tu t'attends à combien de buts environ l'année prochaine pour Caufield s'il joue 82 matchs? Puis c'est drôle parce que j'ai toujours tendance à être extrêmement prudent avant de monter les attentes des espoirs du Canadien, parce que ça arrivait souvent dans le passé où on a l'impression que un joueur arrive puis que c'est la saveur du mois, puis tout d'un coup, ça fonctionne. On se souvient de Ryan Poehling de marquer 4, puis depuis ce temps-là, il joue dans la Ligue américaine. Là. Mais réalistement, je pense que Caufield peut en marquer 20. Moi, je pense que 50 points l'an prochain, c'est réalisable. 20 buts, 30 passes, peut-être, là, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui est réaliste. S'il se rend 30, je ne serais pas surpris. Mais je pense que 20, c'est ce qui est le plus réaliste de penser. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là. Moi, j'ai rien à dire. Tu peux retourner écouter l'épisode de la semaine dernière. J'ai dit la même chose que toi. Ah ouais? Okay. Je pense que c'est 20 buts. Puis c'est ça que les gens ont tendance à sous-estimer. C'est un excellent passeur également. Ouais. Je pense que ça peut ressembler à quelque chose comme 20-25 buts et 20-25 aides, si tu veux. Puis je sais qu'Anthony, puis on avait Jean-François Thibault, un de nos collègues, là, eux étaient beaucoup plus optimistes que moi. 30 buts l'année prochaine. Il est capable. Eux, c'est il est capable. Non, mais sérieux, je dis pas que si, mettons, il en met 23 dedans, ça va être un échec. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que, honnêtement, moi, je m'attends à une superbe saison. Il joue avec un centre qui est intelligent. Il est capable, il a le tir, il a la vision, il est capable de se placer pour se faire oublier sur la patinoire, pour aller dans des espaces où est-ce qu'il n'est pas marqué. Moi, honnêtement, c'est un peu un vœu, là, mais je m'attends à 30 buts l'année prochaine de la part de Caufield. Et si ça sera 18, ce sera 18. Ce ne sera pas la fin du monde, mais je pense qu'il est capable de marquer 30 buts l'an prochain. S'il marque 30 buts l'an prochain, là, imaginez-vous à quel point c'est un vol pour le Canadien au 15e rang. Puis c'est drôle parce que c'est quand même une bonne cuvée, là, la cuvée de 2019. Je regardais pour le fun, je me disais, mettons qu'on faisait un fameux redraft, qu'on refaisait la première ronde de 2019. Puis encore maintenant, j'ai de la misère à placer Caufield plus haut que 10, 9-10. Mais tu sais, il y a des joueurs là-dedans qui sont un peu drôlement placés. Là. Je pense que c'est Broberg, Soderstrom. Il y a quand même des gars là-dedans qui sont un peu trop hauts. Zegras à 9, si je ne m'abuse, aussi, c'est surprenant. C'est Hughes premier, Kako deuxième. Kako, ça lève moins, mais je laisse encore le bénéfice du doute. Kirby Dack 3, Bowen Byram 4. Après ça, il y a du talent. C'est une des bonnes 6, Moritz Seider, qui je pense va être excellent à Détroit. Il y a Matt Boldy, il y en a plein, Spencer Knight. Fait que c'est tout un draft. C'est tout un exact. Mais je trouve ça le fun que tu dises que ça pourrait devenir un vol parce que je pense que cette année, on a tous les ingrédients mis en place pour avoir des joueurs qui glissent et qui se transforment finalement en vol. En raison de la COVID, il y a moins de joueurs qui ont évolué. Les données sont plus difficiles à récolter cette année. Je pense que peut-être le top 10, top 12, ça va quand même assez bien. Il y a quand même un portrait plutôt clair qui se dessine. Mais le Canadien, en raison de sa run en série, va drafter 30e ou 31e en raison des Coyotes là, qui ont perdu un choix. Mais je pense que le choix 30, le choix 20 ou le choix 45, ça va être pas mal pareil parce que les équipes ont peut-être un peu moins d'informations sur les joueurs à leur disposition. Ça va faire en sorte que dans 5-6 ans, quand on va regarder le repêchage, il va y avoir des gars comme David Pastrnak qui vont avoir descendu, puis on va se demander pourquoi ils ont descendu autant. Clairement. Puis ça c'est, à chaque année, souvent c'est drôle parce qu'à chaque année, tu as le consensus, mettons, je sais pas, 1, 2, 3 peut-être. C'est des joueurs qui sont presque assurés de sortir dans le top 3. Puis après ça, tu as un gap entre 4 et 9. Tu te dis, ça peut être n'importe qui. Puis après ça, entre 9 et 17. Puis après ça, de 17 à 35, tu as l'impression aussi que c'est la même chose. Fait que je pense que ça va être un peu ça cette année. Moi, je pense que cette année encore plus, ça va être tu parles de 4, 5, 6 ans. On va voir un joueur qui est sorti en 4e ronde,
qui aurait finalement pu être repêché. Ça arrive à chaque année, mais qui aurait pu être repêché en première ronde parce qu'il y a surtout en Ontario, il y a des joueurs là-dedans qui n'ont pas joué du tout. Puis, à chaque année, il y a un joueur qui commence la saison, il est classé 35e, puis il finit qui est classé dans le top 10 parce qu'il y a eu une progression incroyable. Mais cette année, la progression, on ne la voit presque pas. Non seulement parce qu'il y en a qui n'ont pas joué, mais aussi parce que la majorité des équipes n'ont pas joué beaucoup de matchs. Dans la Ligue de l'Ouest, ils ont joué 24 matchs, pas de série. C'est difficile de voir la progression d'un joueur par rapport à l'an passé quand il a joué aussi peu de matchs puis qu'il n'a pas joué de série non plus. Fait que je pense qu'on se fie beaucoup à le pedigree du joueur, ce qu'il avait fait avant. Owen Power était classé le numéro 1 depuis l'an passé au moins. Puis je pense pas qu'il a perdu son statut de premier espoir, pas parce qu'il n'est pas bon, mais juste parce qu'il en a fait juste assez pour ne pas le perdre, parce qu'il n'y a pas assez d'informations sur les autres. Puis il n'y a pas de joueurs qui ont augmenté leur valeur tant que ça. Il y a le championnat des moins de 18 ans qui souvent permet à un joueur ou deux de monter leur cote. Là, ça a été le cas de Mason McTavish cette année. Mais il n'y a pas de joueurs qui ont assez monté pour lui nuire. T'sais. Mais Owen Power, je regarde sur Internet, ça semble unanime. Tout le monde le voit premier overall, mais on a dit que dans ma tête à moi, oui, il est bon, mais est-ce que c'est 100% sûr dans ta tête qu'il va sortir premier à Buffalo? Es-tu convaincu de ça? Ou un Matthew Beniers pourrait se faufiler encore au premier rang? Penses-tu que c'est encore possible qu'il y ait une surprise au premier rang ou c'est comme une cuvée à la McDavid, à la Matthew, sans parler du statut du joueur, mais qu'on le sait déjà que c'est lui qui va sortir premier, il n'y a pas de débat. Non, je pense pas que c'est sûr à 100%. Mais je pense que c'est sûr à 90%, mettons. Puis pas parce que Power est meilleur que Beniers nécessairement, ou meilleur que Brent Clark, ou meilleur que Ken Johnson, ou que les autres qui sont admissibles. Mais juste parce que il y a cette année, il y a une marge d'erreur qui est énorme. Puis je pense que les Sabres de Buffalo peuvent pas se permettre de se tromper. Puis je pense que Power a prouvé qu'il va jouer dans la Ligue nationale. T'sais, il a joué au championnat senior avec le Canada. On peut dire ce qu'on veut de ce tournoi-là. Là. Oui, c'est un tournoi sur une grosse glace. Oui, c'est un tournoi où la majorité des meilleurs joueurs n'étaient pas là. Mais reste quand même qu'il a commencé le tournoi comme 7e ou 8e défenseur. Il a joué 4 ou 6 minutes son premier match. Puis plus ça allait, plus il a augmenté. Puis il a fini le tournoi à 27 minutes en finale. Puis il a été excellent même. Je l'ai vraiment trouvé bon. Il y a le package. Là. C'est un 6 pieds 6, 220 livres, quelque chose comme ça, qui patine. On le compare à Edmund. Je ne sais pas si ça va être Edmund, mais c'est le même genre de défenseur qui a le potentiel de jouer sur une première paire. Fait que je pense que moi, j'ai le feeling que les Sabres vont le prendre parce qu'ils ne peuvent pas se tromper. Puis Power va leur donner des matchs dans la Ligue nationale. Est-ce que ça va être un coup de circuit? Ça, c'est la grande question. Beaucoup de gens pensent que parce que c'est un late qui est peut-être plus près, qui est peut-être plus développé, mais que le fameux upside est moins élevé que certains autres. Je suis pas en désaccord avec ça, mais je suis pas mal compliqué. Un défenseur comme ça, ça court pas les rues. Un défenseur gros comme ça, qui patine comme ça, c'est une denrée rare. J'ai vraiment l'impression que ça va être le choix des Sabres. Et je suis curieux de t'entendre, Kevin, sur l'intelligence d'Owen Power. Moi, je l'ai regardé au fur et à mesure de l'année, puis une chose qui m'a... Parce que je m'en cache pas, je l'ai dit plusieurs fois, moi, mon espoir numéro 1 présentement, c'est Brent Clark, mais ça a tendance à varier. Parce que dernièrement, je me suis mis à réfléchir et à me dire, j'ai l'impression qu'Owen Power, c'est un joueur excessivement intelligent. Qu'est-ce que tu penses un peu de son intelligence, là, sa maturité déjà à un jeune âge? Il me semble vraiment mature. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je suis d'accord à 100%. Puis je l'ai regardé, on est tous un peu freak là, quand on suit ça. Là, on regarde des matchs qui ne nous servent absolument à rien à part de connaître des joueurs. Là. J'ai regardé quelques matchs des Wolverines cet hiver, puis j'ai trouvé que Power avait pris une coche au mondial senior. Puis tu sais, quand je parlais de progression, je pense que sa courbe de progression est encore en hausse. Puis en termes d'intelligence, moi je suis d'accord avec toi. C'est pas... Tu ouvres YouTube, là, puis tu marques Owen Power, tu ne seras pas nécessairement impressionné. Tu ne te diras pas, ce gars-là, ça va être... Victor Hedman, c'est un gars qui peut quand même faire des highlights. C'est un gars super intelligent. Owen Power, peut-être pas tant que ça, mais il trouve toujours le joueur libre. Il place toujours... Moi, ce qui me faisait capoter quand je le regardais au Mondial Senior, c'est à quel point il est capable de placer la rondelle à la bonne place tout le temps. Il prend la rondelle, le joueur n'est pas encore là, il fait une petite saucer, une petite passe soulevée,
qui va tomber juste où le joueur s'en va. Puis, tu sais, ça prend de l'intelligence, ça prend de la vision de jeu. C'est un gars qui voit le... Tu sais, qu'on dit d'un joueur qui voit 2-3 secondes à l'avance, c'est un peu ça, Owen Power. Puis, c'est pas nécessairement le gars qui va faire des montées à l'emporte-pièce, mais bonne première passe, bonne relance, un gros bonhomme qui ne se fera pas tasser dans le coin, même si ce n'est pas le joueur le plus physique, là. Je pense que ce serait ça ma principale inquiétude sur Owen Power, à savoir si c'est capable de devenir un premier défenseur all-around. Tu sais, je le trouve pas très physique encore défensivement. En même temps, des fois, tu n'en as pas besoin parce que tu patines bien, parce que tu peux te sortir du trouble avec ton patin. Mais pour répondre à ta question, effectivement, moi, Owen Power, c'est mon espoir numéro 1 depuis le début de l'année. Puis, il n'a rien fait, comme je disais tantôt, il n'a rien fait pour me convaincre qu'il ne mérite pas d'être le premier espoir. Mais même par rapport tu parles sur le plan physique, tu as raison. Là, le premier match que j'avais vu à Michigan, il y avait beaucoup de misère au niveau physique. Là, perdait beaucoup des batailles, perdait des rondelles. Mais vers la fin de l'année, je trouvais que c'était déjà mieux. Il y a eu s'il y a un endroit qui avait vraiment progressé, là, je trouve que c'est à cet endroit-là. Il est 6 pieds 5, 6 pieds 6 quand même. Là. Moi, je m'attends à ce que. Moi, ça ne me fait pas nécessairement peur, mais tu sais, je ne sais pas ce que tu en penses. Là. Ben, écoute, c'est peut-être juste une. Tu sais, des fois, là, exemple de Guillaume Latendresse, là. Tu sais, c'est un gros joueur. On dirait qu'on voulait qu'il frappe, là, tu sais, parce qu'il est gros, mais des fois, c'est juste pas dans leur mentalité. Puis c'est pas une mauvaise chose. Il y a plein de joueurs qui sont gros dans la Ligue nationale qui frappent pas nécessairement et qui s'en sortent très bien. Victor Hedman en est probablement le meilleur exemple. C'est un gros défenseur qui est pas nécessairement super physique, mais qui s'en sort super bien. Moi, c'est plus peut-être juste un fantasme. Là. Je m'imagine un Owen Power qui, en plus, est capable de donner une grosse mise en échec. Puis je me dis, c'est le complete package. Là. Mais t'as raison. Oui, ben, exact, c'est ça. Sauf qu'il n'y a pas besoin d'être ça pour être ce qu'il est. Puis il ne l'a jamais été non plus. C'est juste que des fois, c'est devant le filet. C'est juste une question de box out ton joueur, de sortir ton joueur du jeu quand il fonce au filet. Des fois, je le trouve un peu soft. Mais pour le reste, c'est un. Moi, je pense que c'est un gars, tu sais, on va de projection des fois, là, je pense que c'est un gars qui peut faire de façon réaliste entre 45 et 55 points peut-être, là, un premier défenseur qui peut jouer 26-27 minutes. Puis ça, c'est une denrée rare. Tu sais, Buffalo ne peut pas cracher là-dessus, même s'ils ont drafté Rasmus Dahlin il y a 2 ans ou 3 ans. Je pense que c'est le choix. Mais moi, je te relance. Je pense que justement parce qu'ils ont un gars comme Rasmus Dahlin, ils ont intérêt à prendre un gars comme ça. Ils ont tellement de bons joueurs en défense, mais des joueurs un peu plus à risque, si on veut, là, des Jokiharju, des Dahlin, des Ristolainen, que de prendre un défenseur comme Power, là, ça viendrait ajouter pratiquement le contrepoids à ces stabilisateur. Oui, bon point. Tu as dit, Kevin, que les Sabres ne peuvent pas se permettre de l'échapper, puis on connaît tous là, la courbe de progression des Sabres, ça ne va pas très bien, puis justement, ça ne serait pas le temps de passer dans la mythe là, avec un premier show total. Le Kraken de Seattle, eux, vont repêcher 2e. C'est complètement différent, évidemment, parce que c'est une équipe d'expansion. Penses-tu qu'ils pourraient y aller avec un gars comme Ken Johnson, qui est très flashy pour justement le côté sexiness un peu du joueur pour essayer d'attirer des regards, des nouveaux fans? Penses-tu que c'est le genre de profil qui pourrait plaire au Kraken, au 2e rang? Peut-être. Moi, je pense que Ken Johnson va glisser au repêchage. Pas parce que je l'aime pas. Au contraire, j'aime beaucoup l'upside de Ken Johnson. Lui, c'en est un que tu ouvres YouTube puis tu vas trouver du stock en masse là, avec lui. Là. C'est un joueur de highlights, c'est un joueur de finesse qui est capable mais il y a beaucoup de lacunes. Particulièrement son implication de jeu, particulièrement en zone défensive. C'est un joueur qui souvent on a l'impression qu'il joue sur une patinoire extérieure plus que sur une glace. Mais peut-être que Johnson est un profil intéressant pour eux. En même temps, je ne sais pas s'il faut vendre le hockey tant que ça à Seattle. Plus qu'on avait à le vendre à Vegas au départ. J'ai l'impression que Seattle est peut-être un marché un peu plus naturel, entre guillemets, que Vegas pouvait l'être. Puis avec l'été, ce qui avantage aussi Seattle, c'est qu'ils vont bénéficier des mêmes règles d'expansion que Vegas. Donc, ils n'auront pas nécessairement besoin de bâtir par le repêchage. S'ils font leur travail, s'ils font leur devoir, puis si le directeur général Ron Francis réussit à passer quelques entourloupettes à ses collègues, comme George McPhee a fait avec Shea Theodore. Je peux pas croire que les autres directeurs généraux n'ont pas appris leur leçon. J'espère. Honnêtement, c'est fascinant de voir avec si peu de recul qu'un gars comme Marchessault, qu'un gars comme Fleury, qu'un gars comme Tuck. Il y a énormément de gars qui ont été barouettés à Vegas en compensation. Puis là, finalement, tu fais « Ouais, mais finalement, c'était peut-être pas une bonne idée. » Ouais.
Je pense à un gars comme Nick Suzuki, là, je l'ai vu passer il n'y a pas si longtemps. Nick Suzuki, c'est le premier choix des Jets. Les Jets l'ont envoyé à Vegas pour pouvoir protéger Marco Dano. On s'entend-tu qu'à un moment donné, il y a une certaine marge là, des joueurs qui méritent peut-être pas cette transaction-là de premier choix pour rapatrier dans tes rangs. Je pense que ça va être beaucoup plus difficile à Seattle que ça l'a été pour J'espère, puis écoute, je peux pas être plus d'accord avec toi. Là, tu regardes l'équipe comment elle est bâtie. Alex Stock, chez Theodore, c'est des joueurs qui ont eu gratuitement pour que les Ducks protègent Josh Manson, je pense. Puis Alex Stock, c'était un défenseur. Mais c'est plus Matt Dumba qui le voulait protéger. Ah, c'est ça. Ce qui n'est pas un mauvais choix quand même. Là, mais mais il faut se rappeler aussi que les directeurs généraux, c'est des gens qui pensent beaucoup à court terme, hein, parce que leur job est sur la ligne à toutes les années. Fait que, si tu peux, les Ducks, je me souviens pas dans quelle situation ils étaient, mais si tu dis Josh Manson a plus de chances de me faire gagner une Coupe Stanley dans les 2-3 prochaines années que chez Theodore, ben peut-être que je te dis pas que je suis d'accord avec ça, mais j'essaie de penser pour eux comment ils ont pensé à l'époque. Fait que ça se peut, mais pour revenir à Ken Johnson, ça se peut, c'est un joueur extrêmement flashy, puis c'est le genre de joueur, moi, son profil me fait penser un peu à Trevor Zegras il y a quelques années, là, le genre de joueur qui est probablement le plus talentueux, le meilleur talent brut du repêchage, mais avec beaucoup de red flags. Puis finalement, ben, il n'a pas trop mal tourné. Il est sorti quoi, 9e à Anaheim, puis si on refaisait un redraft aujourd'hui, il sortirait assurément dans le top 5. C'est sûr, ça va être un spécialiste de l'avantage numérique, là, Johnson, parce qu'il voit les lignes de passe. Oui, il a d'excellentes mains, mais il a aussi une excellente vision. Sauf que, comme tu dis, il est susceptible à faire des revirements, puis ça, c'est sûr que ça peut freiner quelques recruteurs, là, ça, c'est clair. Penses-tu que le fait de jouer avec Power et Beniers, ça le met un peu dans l'ombre, si tu veux, parce que je le vois t'as raison, là, je le vois dans les mock drafts, il sort assez souvent à Vancouver, là, parce que c'est normal, c'est un espoir c'est un joueur de la Colombie-Britannique. Penses-tu que ça le met un peu dans l'ombre de jouer derrière ces deux gars-là? Oui, je pense que oui. Puis de plus, mais c'est aussi le profil de joueur qui glisse souvent dans des repêchages. Pense à Casey Middlestad, peut-être, il y a quelques années. C'était un joueur super talentueux, mais lui, il était à high school. L'exemple est peut-être pas bon, là. Mais c'est le genre de joueur extrêmement talentueux qui souvent devient des chouchous de gens comme nous qui regardons des vidéos puis qui n'avons pas nécessairement à mettre notre job sur la table durant le repêchage. C'est un recruteur qui va arriver, mettons, à 3 ou 4 puis qui va dire, moi, je prends Ken Johnson, puis il faut qu'on prenne Ken Johnson devant Dylan Gunter, Luke Hughes, Simon Edvidson, nomme-les toutes, là. Il faut que tu sois sûr de ta shot parce que lui, probablement le plus de potentiel de home run, de coup de circuit, mais aussi probablement le plus de potentiel d'être le flop de la première ronde du top 10, mettons. Fait que si tu réussis, tu sauves ta job pour les 10 prochaines années, mais si tu te trompes en le repêchant 2, 3, 4, après ça, c'est plus difficile. Fait que, moi, je l'adore, Ken Johnson aussi. C'est un joueur que j'aurais dans mon top 5 n'importe quand, juste à cause du potentiel de coup de circuit que ce gars-là a. Devant Mason McTavish, qui est un joueur probablement plus travaillant, plus près à la Ligue nationale, mais peut-être plus un produit fini déjà que Ken Johnson. Mais je ne sais pas à quel point les recruteurs vont être prêts à déchirer leur chemise pour prendre un joueur comme ça devant d'autres joueurs qui sacrifient peut-être un peu de talent brut pour un peu plus de responsabilité défensive, de grit, de choses comme ça. Ce que Beniers apporte, Beniers, c'est un meilleur joueur sur 200 pieds, peut-être probablement moins talentueux offensivement, mais c'est un joueur que tu sais que même s'il ne réussit pas à jouer dans un top 6, dans le pire des scénarios, il va pouvoir jouer sur un troisième trio et être très efficace. Ce qui n'arrivera pas avec Ken Johnson. Johnson, c'est premier trio, deuxième trio, premier power play, sinon, ben, c'est ciao bye. Là. Il va trouver le moyen de se rendre utile d'une autre façon, va provoquer des punitions, va bouger ses pieds, va effectuer des replis défensifs. C'est probablement un des meilleurs joueurs sur 200 pieds du draft. Donc, c'est sûr que Beniers, lui, il n'y en aura pas de problème à ce niveau-là. C'est plus un double à la clôture, disons. Un joueur safe qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait une belle carrière dans la Ligue nationale, peu importe le rôle dans lequel il sera confié. C'est ça. Mais safe, ça peut être un genre de Jonathan Toews. J'ai vu des comparaisons avec le draft de 2006, puis c'est pas fou, là, j'ai de la misère un peu à comparer les QV, mais Rick Johnson avait été le premier choix, puis là, il y a du monde qui compare Power à Rick Johnson, ce que je trouve complètement ridicule, là, mais puis après ça, c'est Johnson 1, puis 2, Jordan Staal, puis 3, Jonathan Toews. Puis il y a du monde
qui disent, ben, tu sais, Beniers peut être un peu le genre de joueur à la Jonathan Toews qui, dans 10 ans, tu vas te dire, ben, pourquoi les Sabres de Buffalo ne l'ont pas pris. Fait que, c'est pas un coup de circuit, mais c'est un joueur qui peut devenir un premier centre, je pense. Peut-être plus un deuxième centre de façon réaliste, mais il a le potentiel de devenir un premier centre efficace dans toutes les situations. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui joue un peu contre Ken Johnson. C'est que là, tu as à peu près 7 ou 8 espoirs qui... Il y en a un qui a une excellente qualité, puis il y en a un autre qui a un bon défaut. Donc, c'est pour ça de dire, OK, je vais prendre Ken Johnson, je vais prendre une chance sur ce joueur-là, mais en même temps, tu as peut-être des joueurs plus safe, comme tu dis. Tu as un Beniers, tu as un Dylan Gunter, tu as un Simon Edvinsson. C'est peut-être là que ça joue un peu contre lui. Tu as peut-être avantage à prendre ces joueurs-là qui, en plus, sont à peu près du même palier. C'est pas comme si Ken Johnson avait des statistiques vraiment plus exceptionnelles que d'autres joueurs. Tu sais. Exact, c'est ça. C'est des habiletés pures. Là. Tu sais, c'est le genre de gars qui va peut-être pouvoir vendre des tickets, des billets, faire vendre des billets une concession, mais c'est aussi le genre de joueur qui peut donner des cheveux blancs à des coachs. Là. Tu sais, reste à voir. Moi, je l'aime beaucoup. J'ai vraiment hâte de voir. Puis j'aurais aimé ça le voir. Malheureusement, c'est un late. Là. J'aurais aimé ça le voir au Mondial des moins de 18 ans aussi pour le comparer avec les autres. Mais je pense que c'est le genre de joueur qui va arriver au Mondial junior l'année prochaine, puis finir pas loin des meilleurs pointeurs de la Ligue. Puis là, tout le monde va du tournoi. Puis là, tout le monde va dire, mon Dieu, c'est un vol à la Trevor Zegras. Là. C'est le même genre de joueur. Ça veut pas dire que Zegras non plus va être le meilleur joueur de cette QV-là. Ça veut pas dire que ça va fonctionner dans la Ligue nationale. C'est des joueurs qui sont excitants parce qu'ils sont talentueux, puis c'est ce qui attire l'œil plus que le jeu sur 200 pieds. Là, les gens, ça les ennuie un peu, là, mais voir un gars comme ça qui se la passe entre les patins et qui l'envoie après ça top corner du revers, ça c'est intéressant. C'est ce que Ken Johnson apporte. Je serais curieux de t'entendre sur William Eklund, Kevin, parce que c'est un joueur qui, malheureusement, on n'a pas eu la chance de voir beaucoup cette année. Bon, on le sait, il a été blessé, il a eu la COVID, il y a certaines parties qu'il n'a pas pu être en mesure de prendre part. Moi, c'est un joueur que j'aime bien. Je pense que quand on parle d'un joueur safe, lui, il m'apparaît comme un sure shot. Est-ce que toi, tu es aussi en amour avec Eklund que moi ou tu le vois un peu plus loin? Moi, j'ai mes réserves, mais je suis d'accord avec toi, par exemple. Sure shot, je le sais pas. Mais une chose que tu sais avec William Eklund, c'est qu'il est capable de produire contre des pros, déjà. Tu sais, ça, c'est quand même déjà un point qui est assez important. Moi, la seule chose que je me demande avec lui, c'est est-ce qu'il est assez explosif pour son gabarit? Tu sais, des fois quand tu es un joueur comme ça, tu peux t'en sortir un peu plus sur une grosse patinoire que sur une petite glace. Mais en même temps, Elias Peterson, c'était un peu le même problème, les mêmes questionnements qu'on avait. Puis il était frêle, c'est encore pas le meilleur patineur. Il est encore frêle, puis c'est pas le meilleur patineur, mais il est tellement intelligent qu'il s'en sort très bien. Je pense qu'Eklund, c'est un petit peu la même chose. Je trouve ça dur de transposer ces gars-là sur une petite glace. Puis c'est pour ça que je suis pas recruteur. C'est pour ça qu'il n'y a aucune équipe qui m'a engagé. Là. Parce que, mais je trouve ça dur parce que souvent, c'est ce genre de petits défauts-là. Souvenez-vous de Jonathan Dahlen, qui était le coéquipier, puis je ne compare pas avec Eklund à Dahlen, là, mais tout le monde est excité là, par Dahlen parce qu'il marquait des points, mais il n'a jamais été capable pour l'instant de s'affirmer parce que c'était pas un gars qui patinait super bien. C'était pas un gars qui était super gros. Puis quand il est arrivé il a comme jamais été capable de faire le switch. Fait que pour Eklund, je me demande si ça va être le cas, mais je comprends qu'Eklund est un joueur beaucoup plus talentueux que Dahlen pouvait l'être. Moi, j'aurais de la misère. Je prendrais Ken Johnson avant pour le potentiel de coup de circuit. Mais probablement que les recruteurs vont préférer Eklund en ce moment, vont préférer Eklund à Johnson pour l'ensemble de l'œuvre, pour le fait qu'il a produit contre des pros, puis le fait qu'il est peut-être un peu plus responsable défensivement. Je suis surpris parce que il y a quand même tu regardes son ratio de points par match en Suède, il y a un meilleur ratio que Raymond, il y a un meilleur ratio qu'Alexander Holtz. Fait que, oui, le gars met des points sur le board. Puis Raymond, moi, c'est un joueur que j'adorais. Puis il est sorti très, très haut, au repêchage 4e, si je ne me trompe pas. Là. Fait que je suis quand même surpris qu'Eklund, tu le mettes bas. Je m'attendais. C'est ça, mais tu sais, je remarque que je
suis pas en désaccord avec toi que c'est un des meilleurs espoirs. Des fois, c'est juste des choix personnels, des styles de joueurs que tu préfères. Moi, comme je te dis, j'aime le flashiness de Ken Johnson, mais puis Eklund, comme je te dis, c'est ce qui me bug. C'est ça. Puis ça veut pas dire que j'ai raison, mais j'ai hâte de le voir sur une petite glace contre des gros défenseurs. Est-ce qu'il va être capable de faire la même chose? C'est un gars qui est quand même. Puis je dis pas ça en disant que c'est un gars qui est frileux puis qui a peur d'aller dans les coins. Au contraire, c'est un gars qui a quand même qui est quand même assez hargneux, là, qui est capable d'aller devant le filet puis qui est capable de marquer des buts devant le filet, mais je ne sais pas si ça va lui nuire à long terme. Puis tu sais, ce qui est le fun puis ce qui est dur de cette cuvée-là aussi, c'est que c'est tellement interchangeable plus que jamais. Tu sais, souvent, tu fais ton classement puis tu te dis, là, je suis pas mal sûr que ce gars-là, c'est dans ce range-là, mais Eklund sortirait 2e overall, je ne serais pas surpris. Puis il sortirait 12e overall, puis je ne serais pas surpris tellement que ça devient une question de besoin aussi pour l'équipe. De besoin. Moi, j'ai un peu de misère à... Non, mais dans le style de jeu de l'équipe, s'il y a une équipe qui préfère un gars qui est plus physique, plus dans ce sens-là, parce que besoin, c'est sûr que si dans 3 ans, plein de choses peuvent varier. Là. Mais une équipe qui préfère, mettons, les Flyers, pourrait peut-être y aller plus avec un joueur qui est physique. Tandis que les Ducks, avec les Egress, les Troy Terry, on voit qu'eux autres, ils aiment plus les joueurs un peu plus flashy qui ont des skills. Ça dépend de l'identité de l'équipe, exact. Exact. Et question de préférence aussi, tu sais, admettons, les équipes dans le top 10 préfèrent des joueurs meilleurs dans les deux sens de la patinoire. Là, on parle beaucoup du top 10, mais tu as des joueurs comme Cole Sillinger qui sont classés à l'entour du top 15. Tu as un Chaz Lucius qui est un peu un gros attaquant de puissance. Si des équipes décident, moi, j'aime mieux ce type de joueurs-là, là, on les voit pas nécessairement top 10, mais c'est pas impossible qu'un Sillinger ou qu'un Lucius se retrouve dans le top 10. Puis un peu comme tu dis, Kevin, ce serait pas surprenant de les voir 15e, ce serait pas surprenant de les voir 6e. Il y a c'est tellement imprévisible cette année, là, c'est complètement fou, là, honnêtement. Là. Parce qu'il faut que tu fasses des projections sur des choses que tu n'as pas vues, puis c'est ça qui est tough, tu sais. C'est souvent en même temps. La majorité des joueurs ont joué, là, mais quand même, l'échantillon est relativement petit. Puis il n'y a pas eu de saison dans l'OHL, tu sais, ça devient difficile. Fait que les recruteurs vont beaucoup se baser sur ce qu'ils connaissaient avant des joueurs. Puis Sillinger, moi, je pense que c'est un gars même, j'aurais le goût de dire, qu'il devrait sortir dans le top 10. C'est un gars que j'adore. Mais probablement que il va sortir après ça à cause du pedigree des joueurs qui sont devant lui. C'est vraiment, vraiment imprévisible. J'ai vraiment hâte de voir. Puis j'ai l'impression qu'il y a un gars que tout le monde a classé 20-25 qui va finir par sortir dans le top 10. On va faire comme, comment ça, tu sais? Et finalement, l'équipe va avoir raison. Un peu à la Moritz Seider il y a quelques années, mais encore plus cette année. T'as-tu un coup de cœur, Kevin? T'as-tu un joueur qui te tape dans l'œil, que t'es comme, à lui, il passe un peu sur le radar d'un peu tout le monde, mais moi, je l'ai vraiment plus haut. Moi, c'est ce genre de joueur-là qui me fait triper. Y a-t-il quelqu'un qui te vient en tête? Ben, c'est drôle parce que Martin vient d'en parler. Cole Sillinger puis Chaz Lucius, c'est deux joueurs que j'aurais vraiment aimé voir dans une saison complète. Lucius, malheureusement, a manqué beaucoup de matchs. Puis je pense que c'est ce qui lui nuit en ce moment parce que j'ai vraiment le feeling que s'il avait joué tous les matchs, puis à moins que je me trompe, en fait, je sais qu'il n'était pas au mondial des moins de 18, mais je ne sais pas si c'est à cause d'une blessure ou si c'est parce qu'il était malade. Il était malade juste avant le tournoi. Bon, en plus. Fait que je pense que ce gars-là, s'il avait joué toute la saison, on en parlerait dans le top 10. Je suis presque convaincu. C'est un gars qui, même l'année passée, on voyait des comparaisons avec Cole Caulfield parce qu'il marquait des buts avec le programme américain. Puis bon, c'était à cause que les deux étaient proches, on disait que c'était le nouveau Cole Caulfield du programme américain, mais c'est un gars qui peut marquer des buts. Cole Sillinger, c'est la même chose. C'est un gars qui a décidé d'aller jouer aux États-Unis cette année après avoir joué avec Medicine Hat dans la Ligue de l'Ouest. Puis c'en est un autre joueur, je pense, j'ai l'impression que l'an prochain, on va le voir jouer. Puis c'est le genre de joueur qui peut exploser littéralement puis devenir un des meilleurs joueurs, un des meilleurs espoirs à leur saison. On dit draft +1, là, mais l'année d'après le repêchage. Fait que je te dirais que, mettons qu'on parle dans les meilleurs espoirs, ce serait ces deux-là. Un joueur que j'ai appris à découvrir, bien honnêtement, je connaissais de réputation, mais je ne l'avais jamais vu jouer, c'est Olen Zellweger, le défenseur qui a joué pour l'équipe canadienne au dernier championnat du monde des moins de 18 ans. C'est un petit défenseur très offensif, très dynamique.
qui est classé en 2e ou 3e ronde. Puis moi, je ne serais pas surpris de le voir sortir même en fin de première ronde. Je pense que c'est le genre de défenseur nouveau genre en même temps, nouveau genre, ça fait des années qu'on dit ça. Là. Je pense que c'est on comprend ce que ça veut dire. Qu'aujourd'hui, qui performe aujourd'hui. Fait que lui, je l'ai vraiment eu. Je pense que ça peut être une carte cachée. Ben, moi, c'est drôle que tu parles d'Olin Zellweger. Moi, c'est la même chose. Là. Ouais. Après son mondial, les moins de 18 ans, je l'ai tout de suite classé à peu près fin de premier tour, exactement. Là. Puis, contrairement à ces là, je vais prendre un exemple, Samuel Girard, ces défenseurs-là qui ont peut-être des carences en défense, là, je trouve que même défensivement, il est plus solide que les défenseurs de ce type-là. Moi, je trouve que c'est pour ça que ça en fait quelqu'un d'encore plus intéressant. Tu sais. Oui, parce qu'on s'en est parlé, Marty, au moment que le tournoi avait lieu. C'était un des meilleurs défenseurs du Canada, malgré qu'on le considérait comme offensif. Défensivement, c'était un de ceux qui était le plus efficace. Ouais. Fait qu'il ne doit pas avoir des carences si prononcées que ça. Je pense qu'on a tendance de plus en plus à faire à mettre dans le même panier tous les petits défenseurs. Puis de plus en plus, c'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils sont pas bons défensivement. On dirait qu'automatiquement, à cette heure, on dit il est petit, il doit être mauvais défensivement. C'est plus le cas. Les défenseurs sont. C'est plus comme avant où tu as besoin d'utiliser ton corps tout le temps pour t'en sortir. Quinn Hughes va être en difficulté cette année avec les Canucks de Vancouver. Je pense qu'il va être correct. Là. J'ai vraiment aucun doute là-dessus. Il va trouver un moyen de s'en sortir, mais Torrey Krug l'a fait. T'es pas obligé d'être gros. Puis Samuel Girard, son jeu défensif, moi je le trouve très bon. Il est juste plus vite que les autres. Il réussit à sortir si tu réussis à sortir avec la rondelle avant tout le monde, t'es pas obligé d'être gros, t'es pas obligé d'être physique. Là. Fait que c'est ça, je te dis pas que ça prend tous des défenseurs de 5 pieds 9 là, ou 5 pieds 10, là, mais ils sont capables de s'en sortir et de jouer des grosses minutes. Comme Michel Therrien a déjà dit il y a quelques années, ça prend dans une salade de fruits, tu ne peux pas savoir seulement des cerises. Ça Exactement. prend des sortes de fruits. Ça prend même des ananas, ça prend même des petits raisins un peu mous. Là, exact. C'est de ça que je disais à mon équipe Marty au cégep. Là. Ça prend aussi des Anthony Desaulniers dans cette équipe-là. Là. Kevin, j'aimerais ça qu'on se transpose du côté de la LHJMQ parce qu'il y a quand même quelques joueurs qui sont bien classés. C'est notamment le cas de Xavier Bourgault. Est-ce que tu t'attends à ce qu'il sorte premier tour? Penses-tu qu'il va glisser? Parce que pour les gens qui ne savent pas, tu suis énormément la LHJMQ, principalement les remparts. Là. Ouais. Donc, tu as eu la chance de les voir évoluer quand même à plusieurs reprises. Oui, moi, Xavier Bourgault, c'est le joueur. Puis la centrale, je pense que la centrale l'a classé parmi le meilleur espoir de la LHJMQ. Je suis d'accord avec ça. Quand tu regardes Bourgault, c'est drôle parce que je l'ai vu jouer pour la première fois en vrai au mois de mars, quand on a pu recommencer dans les amphithéâtres à Chicoutimi. Puis lui et Maverick Bourque avaient été vraiment, vraiment excellents contre les Saguenayens de Chicoutimi. Puis j'avais texté un recruteur après que j'avais croisé dans l'aréna, puis il m'avait dit « Bourgault, c'est le genre de joueur qu'il faut que tu vois live pour apprécier. » Fait que je pense que ce qui va l'avoir beaucoup aidé, c'est que les recruteurs auront pu aller dans les arénas à la fin de la saison. Je ne sais pas si ça lui aurait rendu service que ce soit par virtuel toute l'année. Comme c'était le cas au début, les recruteurs devaient faire du scouting virtuel. C'est le genre de gars qui fait les fameux petits détails. C'est un cliché, mais c'est le cas. C'est un gars qui a beaucoup d'habileté, mais c'est des choses que tu ne vois pas nécessairement quand tu ne peux pas avoir les yeux constamment sur lui. Puis c'est ce que les recruteurs font. Ils regardent un joueur, puis ils le suivent. Ils ne regardent même pas la rondelle, puis ils regardent ce qu'il fait avec et sans la rondelle. Puis Bourgault, c'est un joueur qu'il faut que tu regardes beaucoup pour apprécier. C'est un gars avec un QI hockey exceptionnel. Fin de première ronde, je pense, pas avant ça, par exemple. Peut-être entre 20 et 30, je pense que ce serait son range, mais c'est un gars qui va être capable de jouer. Je suis pas mal convaincu. C'est un late, c'est sûr que ça l'a aidé aussi. C'est un joueur qui est presque un an plus vieux que certains autres. Mais j'haïrais pas ce choix-là pour le Canadien de Montréal, honnêtement. Ça va être à peu près dans leur range. S'ils glissent un peu en fin de première ronde, un peu comme Maverick Bourque l'a fait l'année passée, j'haïrais pas ce joueur-là avec le Canadien. Et je veux seulement rebondir, Kevin, sur le fait que tu dis, lorsque tu le vois jouer live, tu l'apprécies davantage. Toi, l'avais-tu vu jouer sur vidéo avant d'aller le voir en personne? Oui, je l'avais vu jouer. Tu sais, moi, en même temps, c'est surtout dans la LHJMQ, le scouting, entre guillemets, que je fais, c'est surtout pour les autres ligues, parce que la LHJMQ, souvent, les matchs que je regarde, c'est les matchs que je couvre. C'est difficile pour moi tu sais, je regarde le jeu, mais je m'attarde pas à un joueur autant que je pourrais le faire. Fait que je l'avais vu jouer, mais tu sais, je m'étais pas attardé. Je l'avais trouvé bon, mais je m'étais pas attardé autant
parce qu'il fallait que je regarde le match. Il faut que je cherche c'est quoi le score à la fin. Oh, non, non. Ouais, puis on le sait, tu un journaliste écrit aussi, là, tu as un texte à faire pour le lendemain. Exact, aussi, c'est ça. Fait que, je l'avais vu jouer un peu, mais je l'ai vraiment apprécié. Ça m'a permis de le faire, puis même qu'il y a des matchs que je ne couvrais pas que je suis allé parce qu'il y avait juste sans faire à Chicoutimi à ce moment-là. Là. Fait que j'étais allé voir quelques matchs, puis je l'avais beaucoup aimé. J'ai adoré Maverick Bourque. Là. Honnêtement, je pense que ce joueur-là va jouer. Là. C'est un gars qui, lui, c'en est un qui a du chien, puis le match que je parle contre des Saguenay de Chicoutimi, c'était un match de première position de la division. Les deux équipes voulaient gagner. Ça brassait, puis Bourque s'en est pas laissé intimider, puis c'est lui qui a marqué le but en prolongation, le but gagnant en prolongation. Avec un peu d'attitude, je pense que lui, il va être correct et il va réussir. Là. Bourgault n'a peut-être pas ce chien-là, mais il a le talent, en tout cas. C'est assurément un talent de première ronde. Je veux revenir à Bourgault parce que moi, je suis exactement dans la catégorie de gens que tu parlais. J'ai pas eu la chance de le voir live. Je l'ai seulement vu par tape. Puis, j'ai de la misère à déceler c'est quoi sa qualité première. Parce que je trouve que il y a un bon tir, il y a un bon patin, il y a des bonnes mains, il y a une bonne ardeur au travail, il est bon défensivement, mais il n'y a rien qui me wow. Et c'est quoi sa qualité numéro 1 qui fait en sorte qu'il vraiment se démarque, ou c'est parce que justement, il est bon dans tout qui fait en sorte qu'il va être projeté fin de première ronde? Ben, c'est exact. Tu viens de résumer exactement ce que le recruteur me disait. Parce que tu le regardes sur vidéo, puis c'est un joueur qui est correct, pas correct, qui est bon partout, mais tu as de la misère à voir c'est qui Xavier Bourgault, c'est quoi Xavier Bourgault, tu sais. Puis quand tu le vois, quand tu le regardes comme il faut, tu te rends compte, c'est son intelligence, sans l'ombre d'un doute. C'est un gars qui est extrêmement intelligent, qui fait des jeux qui paraissent pas tant que ça, mais qui en bout de ligne sont extrêmement importants. Il y a aussi des bonnes habiletés. C'est un gars qui a des très bonnes mains, mais c'est surtout sa vision du jeu, sa façon de découper la glace, sa façon de voir le jeu à l'avance, de placer des rondelles dans les endroits libres en sachant où est-ce que son coéquipier est. C'est un gars qui a on dit des yeux tout le tour de la tête. Là, on a l'impression qu'il voit tout à l'avance. Je pense que c'est sa plus grande qualité. Mais je suis d'accord avec toi, c'est pas le gars le plus flashy. Probablement que Zachary Bolduc, l'autre espoir du Québec, qui était un petit peu plus spectaculaire, entre guillemets. C'est un marqueur. Mais Bourgault, c'est un joueur extrêmement intelligent. Puis c'est le genre d'intelligence qui fait en sorte que peu importe ta grosseur, peu importe ton coup de patin, tu réussis à t'en tirer pareil parce que ton cerveau va plus vite que le reste. Là. C'est-tu à qui ça me fait penser, moi, Kevin? J'avais entendu la comparaison de Sam Cosentino de Sportsnet. Ça me fait penser un peu à Connor McMichael. Rappelle-toi Connor McMichael, là, tu le regardais jouer. Il y a des gens comme moi, je l'adorais. Là, je l'avais à peu près 20-25 dans ma liste. Puis je l'adorais parce que justement, il jouait comme un professionnel déjà à 17 ans. Il jouait avec les Knights de London. C'est quelqu'un qui était toujours bien placé, toujours au bon endroit, fermait le centre de la glace. Puis en plus, il avait un excellent lancer. Mais il n'y avait pas nécessairement le coup de patin, donc, comme tu le disais tout à l'heure, là, pour les jeux spectaculaires sur YouTube, c'était pas nécessairement lui que tu voyais. Plus les années ont passé, plus il y a eu des bonnes statistiques. Et là, on a vu dans la Ligue américaine cette année, il a été excellent. Ouais. Puis j'ai l'impression que Bourgault, c'est un peu la même chose. C'est pas spectaculaire. Puis il y a un excellent lancer également. Là, j'avais déjà entendu Maverick Bourgault dire que c'était probablement lui, il trouvait que c'était probablement lui qui avait le meilleur lancer de la LHJMQ, déjà à 17 ou 18 ans. Là. Donc, j'ai l'impression que la comparaison, pas en termes de style, là, mais j'ai l'impression que ça peut être un peu spectaculaire, mais efficace. Ça se compare un peu avec Michael. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça que je pense que son range, c'est fin de première ronde. C'est le genre de joueur que tu vois le potentiel, mais qui n'est pas encore rendu où est-ce tu sais où est-ce qu'il peut aller, mais il n'est pas encore rendu où est-ce qu'il peut aller. Fait que tu prends une chance en fin de première ronde en te disant que ça pourrait être un choix qui va rapporter. Puis ça peut être le genre de gars qui aussi, l'année prochaine, Shawinigan va avoir une bonne équipe encore. Le Bourg va être de retour. Es-tu sûr de ça? Es-tu sûr qu'il ne restera pas en AHL? Ah, il peut pas, il va avoir 19 ans l'année prochaine. Moi, j'irais plus loin que ça. Je l'ai vu jouer dans la Ligue américaine, je l'ai vraiment trouvé excellent. Là. Il était même meilleur que les meilleurs joueurs de l'équipe. Là. Ouais. Il ne peut pas jouer dans la LNH l'année prochaine. Moi, je pense que c'est possible, honnêtement. Ça se peut, mais parce que je pense que c'est la LNH ou la LGMQ, parce que il va avoir 19. Il y a 19 ans, il ne peut pas jouer dans la LNH. Tu as raison. Fait que, mais ça se peut. Tu sais, les Stars, il y a de la place. C'est une équipe qui vieillissante un peu aussi. Fait que ça se pourrait. Les pauvres cataractes, si c'est le cas, eux autres, la malédiction se poursuit. Là. Il y a eu Samuel Girard qui est resté dans la Ligue nationale l'année où il voulait y aller. Il y a Anthony Beauvillier qui est resté dans la Ligue nationale aussi l'année où il voulait y aller. Puis il fallait que Maverick Bourque, en plus, reste
Il reste dans la Ligue nationale. Martin Mondou. Parce que j'ai pas ses chiffres devant moi, mais il a bien fait avec les Stars de cette année là, dans la AHL, pas les Stars de Dallas. Là. Ouais. Exact. Fait que... je te le dis, il jouait avec Adam Mascarin, qui est l'un des meilleurs marqueurs de la Ligue américaine. Puis je me trompe pas il y a son centre qui est Raleigh Damiani, c'est un autre qui est parmi les meilleurs pointeurs. Il ne jouait pas dans les matchs que j'ai vus. Puis je te le dis, je pense qu'il était meilleur que Damiani. Ça a dit à quel point il s'est bien ajusté. Là. Ouais. Moi, c'est un joueur que j'adore vraiment. Il va jouer dans la Ligue nationale, je suis convaincu de ça. Kevin, tu l'as effleuré rapidement. J'aimerais ça qu'on revienne sur Zachary Bolduc. Bon, c'est pas officiel, là, mais tout le monde le sait, il va être transigé. Il sera transigé à Québec dans les prochaines semaines. Sur quel genre de joueur que les remparts mettent la main dessus? Parce qu'on l'a vu cette année avec Rimouski, c'était pas une année facile, mais lui, il ressortait. Il était capable de générer des choses malgré que l'Océanique, c'était plus ardu. Quel genre de joueur on peut s'attendre l'année prochaine là, avec les remparts? Ben écoute, c'est un gars qui a marqué des buts à profusion à 16 ans. Puis, tu sais, il n'a pas profité de Lafrenière tant que ça parce qu'il ne joue pas sur le même trio. Là. Des fois, ils ont peut-être été jumelés ensemble sur l'avantage numérique, mais quand même, ils jouaient sur 2 trios différents. Bon, peut-être que ça lui a permis de ne pas jouer contre les meilleurs trios et les meilleures paires de défense adverse parce que c'était Lafrenière qui est pogné. Mais quand même, marquer 30 buts à ton année de 16 ans, c'est exceptionnel. C'est un marqueur. C'est un joueur qui est capable de marquer des buts. C'est un dynamo offensif. À Québec, il va avoir toutes les chances de se faire valoir parce que les remparts l'année prochaine vont avoir une très bonne équipe. Une équipe qui va aller à la Coupe Memorial. Cette année, ça a été une année plus difficile, mais comme tu l'as dit, l'Océanique se retrouvait dans une situation de fin de cycle, de reconstruction. On lui a demandé de tout gérer l'attaque. Puis c'est pas facile pour un gars de 17 ans quand même. En plus, il a été blessé. Il a été blessé un peu toute l'année. Fait que c'est des choses qui sont difficiles. Puis c'est une saison aussi. Puis moi, j'en prends puis j'en laisse avec ce que tous les joueurs ont fait cette année dans la GMQ. Surtout ceux qui ont connu des mauvaises saisons, parce que ça a été une année très, très difficile pour tout le monde. Tu sais, pour tout le monde, pas juste les joueurs de hockey. Je suis pas en train de les prendre en pitié parce que ça a été difficile pour tout le monde, là, mais quand même, on leur a demandé de rester dans leur famille de pension, de ne pas voir leurs amis, de ne pas voir leur blonde ou presque, d'aller. Ils ont joué au hockey, puis c'est à peu près tout. Pour des jeunes de 16, 17, 18, 19, c'est pas évident mentalement. Fait que est-ce que la pandémie peut avoir affecté certains? Je suis pas mal convaincu que oui. Mais je pense que Bolduc, l'année prochaine, c'est un gars de qui on va entendre parler. Puis, à 18 ans, faire équipe Canada Junior, c'est pas évident, mais je pense qu'il peut avoir le potentiel puis le talent pour être l'un de ceux-là. Surtout que l'an prochain, il va jouer avec une bonne équipe. C'est un gars qui va arriver en confiance offensivement parce qu'il va jouer avec des bons joueurs. J'aime beaucoup ce joueur-là. Je prends beaucoup juste à cause de l'intelligence, là, mais c'est interchangeable. Là. Je les vois comme deux choix de fin de première ronde, début deuxième ronde. C'est possible que les deux sortent avec Montréal parle de toute façon. À moins que Montréal avance, c'est vraiment possible que les deux sortent 25-26. Et je veux rebondir sur ce que tu disais, là, la pandémie, ça n'a pas été nécessairement facile pour tout le monde. Il faut en prendre avec et en laisser dans l'évaluation de ceux qui ont eu des saisons difficiles. Tu as tellement un point important. Là, j'avais lu quelque chose sur... c'est Victor Soderstrom. Je sors du champ gauche. Là. Mais il est allé jouer, lui, du côté du club école des Coyotes à Tucson. Puis c'est ça qu'il disait. Lui, il est arrivé là-bas, puis au départ, sa copine n'était pas là. Puis il l'a dit lui-même, mentalement, c'était difficile. Ça a vraiment été une adaptation difficile. Puis ça s'est ressenti dans ces matchs-là. Vous pouvez voir ses statistiques. Là, il a été désastreux. Il ne produisait pas offensivement. Puis défensivement, c'était difficile. Puis il l'a reconnu aussitôt que ma copine est arrivée, lorsque les restrictions ont été... certaines restrictions ont été levées. Par la suite, là, il a dit mon jeu s'est davantage amélioré et là, ça lui a permis de jouer des rencontres avec les Coyotes en fin de saison. Mais c'est tellement un point important. Là. Oui, il y a des gens qui ont peut-être eu ça facile. Il y en a d'autres qui ont été complètement anéantis. C'est pas anéanti, mais ça a été plus difficile. Donc, ça, tu as un excellent point. Je l'ai seulement mentionné. Une autre chose avec laquelle les recruteurs doivent jongler cette année, l'aspect mental de la dernière saison. Il y a des gars, tu parlais de Brent Clark tantôt, c'est un gars qui est allé jouer en Slovénie ou en Slovaquie. Slovaquie. C'est pas évident, là, un kid de 17 ans qui part de chez eux et qui s'en va jouer en Slovaquie en temps de pandémie. C'est pas des situations qui sont faciles. Fait que c'est toutes des choses qu'il va falloir prendre en considération. Puis j'ai vraiment hâte de revoir ce repêchage-là dans 5 ans puis qu'on se dise, mon Dieu,
c'est fou. Un gars qui a été drafté en 6e ronde, qui est finalement un des meilleurs joueurs de la Ligue. Ça peut arriver, ça peut très bien arriver. Absolument. J'aimerais ça t'entendre, Kevin, sur Zachary L'Heureux, parce que il y a comme les gens sont plus ou moins unanimes à son sujet. On reconnaît qu'il y a du talent, on reconnaît qu'il a du caractère, mais parfois c'est un joueur qui peut mettre son équipe dans le pétrin par son attitude un peu. On sent que les fils se touchent, on sent que parfois il va dépasser la ligne. Où est-ce que tu te situes par rapport à Zachary L'Heureux, lui qui a été suspendu un peu plus tôt cette année, notamment pour avoir craché au visage d'un adversaire? Tu sais, c'est quand même, ça te donne une idée du joueur de hockey. C'est pas bon pour la réputation du joueur. C'est un gars que... Mettons aujourd'hui, le Brad Marchand, est-ce que tu le prends en première ronde? Oui, c'est sûr. C'est ça, c'est ce genre de joueur-là qui c'est tellement embêtant parce que il y a une ligne entre est-ce que c'est un gars émotif sur la glace mais intelligent ou si c'est juste un électron libre là, qui même en dehors de la glace peut te causer du trouble. Fait que ça, je pense que ça peut refroidir certaines équipes de la Ligue nationale. Mais l'année passée, il y avait eu moins de problèmes avec ça, Zachary L'Heureux. Est-ce que cette année, ça a été plus difficile parce que là, il devenait la pierre angulaire de son équipe, son année de repêchage. Encore, on parlait de la pandémie, ça peut-tu l'avoir affecté? Je ne sais pas, je parle à travers mon chapeau. Là. Mais c'est le genre de joueur, c'est le genre de joueur que tu vas repêcher puis que tu sais qu'il y a des bonnes chances de jouer dans ton line-up, peu importe dans quel rôle, parce qu'il est capable de le faire. C'est un gars qui est physique, c'est un gars qui peut déranger. Maintenant, est-ce que tu prends le risque, entre guillemets, de le choisir en milieu de première ronde? Moi, j'aurais de la misère, honnêtement, parce que, puis on parle de courbe de progression, L'Heureux, c'est un gars que tu vois par rapport à l'année passée que sa courbe n'a pas été aussi ascendante que d'autres. Mais, comme je disais, la comparaison que les gens font avec L'Heureux, c'est Brad Marchand. Est-ce que Brad Marchand, tu le prends en première ronde aujourd'hui? Ben oui, mais Brad Marchand, ça a été long aussi avant qu'il arrive, puis encore quelques petits écarts de conduite, mais le talent est là, puis il joue avec des coéquipiers. Je pense que Marchand aussi, ce qui va l'avoir sauvé, puis il va avoir une fière chandelle à Patrice Bergeron, puis peut-être Zdeno Chara aussi à la fin de sa carrière. C'est des gars qui l'ont entouré, puis des fois, ils ont mis une laisse, puis ils ont dit là, tu restes ici. Là, c'est nous autres qui. Fait que c'est peut-être que ça prendra ça à Zachary L'Heureux aussi, mais c'est sûr que c'est pas beau, là, avoir été suspendu pour avoir craché dans le visage d'un adversaire, c'est pas chic, mais ça reste que c'est un joueur qui a du talent, puis c'est un joueur qui va pouvoir jouer c'est un joueur qui peut occuper plein de places dans un line-up. Et l'autre aspect, moi, que je me demande, parce que moi, les joueurs de caractère comme ça, j'ai toujours adoré ça. Je me dis, il faut seulement que tu les freines. Et écoutez, ils vont débarquer dans les équipes, ils vont avoir des vétérans, ils vont leur montrer de ne pas faire tel truc ou tel truc, puis à un moment donné, le joueur va simplement rentrer dans le rang. T'es bien mieux d'avoir un joueur qui en donne plus au niveau du caractère qu'un joueur que tu dois pousser continuellement. Là où je me pose la question, et j'ai vu ça dans des dernières rencontres, mais là, les Mousettes, en bon français, se faisaient battre à plat de couture par les Islanders de Charlottetown. Donc, dans des défaites de 7 ou 8-1, c'était peut-être facile de perdre les pédales. Là. Et des séquences que j'avais vues avaient tendance, je trouvais, à perdre patience envers ses coéquipiers. Donc, c'est une chose d'être intense, mais de là à vouloir aller critiquer tes coéquipiers, les traiter de mauvais ou peu importe. Ouais. Là, c'est là, moi, que je me pose la question. Est-ce que c'est un joueur intense, mais trop au point où là, il devient une nuisance pour sa propre équipe? Moi, c'est là ma principale question, parce que c'est du joueur et du caractère, ça, pour moi. En tout cas, il n'y a aucun doute que c'est quelqu'un que tu veux dans ton équipe, mais là, si son attitude n'est pas terrible, là, c'est un autre débat. Ça fait partie de l'apprentissage de devenir un professionnel aussi. C'est sûr que lui, le gars, il sait que cette année, c'est super important. C'est son année de draft. C'est probablement l'année la plus importante de sa carrière jusqu'à maintenant. Il part d'une équipe comme Moncton qui avait des chances de tout gagner l'année passée. Puis moi, je pense que c'est l'équipe qui aurait tout gagné l'année passée. La pandémie arrête la saison. Il n'y a pas de série. Là, il arrive avec une équipe comme les Mousettes d'Halifax qui se font sacrer des volets par les Islanders de Charlottetown à toutes les fins de semaine. J'ai de la misère à pas être frustré pour lui, là, quand même. Puis, c'est un bon point. Moi, le premier, puis des autres pour en témoigner, la défaite, pas un amateur de ça. Là, fait que je peux le comprendre. Il était capitaine. Ouais, c'est ça. Puis même des fois, je me laissais emporter un peu, mais heureusement, c'était pas mon année de draft. Mais fait que j'ai de la misère à le
j'essaie peut-être de l'excuser un peu, mais c'est sûr que l'an prochain, il va falloir qu'il en démontre plus. Puis ça va peut-être lui nuire cette année aussi. Peut-être qu'il va être repêché en deuxième ronde. Puis après ça, ça pourra juste devenir une motivation pour lui. Là. On parlait de Raphaël Lavoie, on parlait de problèmes d'attitude aussi à son année de repêchage. Finalement, il a glissé jusqu'en deuxième ronde. Est-ce qu'il va jouer dans la Ligue nationale, je ne sais pas, mais il se développe quand même bien jusqu'à maintenant. Fait que, je serais surpris, moi, qu'il soit repêché en première ronde, honnêtement. Je pense qu'il est plus destiné à être repêché en deuxième ronde, personnellement. C'est plus là que je le vois, parce que c'est sûr que ça lève des flags aux recruteurs, puis tu veux pas, entre parenthèses, grosse guillemets, gaspiller ton choix de premier tour sur un joueur qui, finalement, a des problèmes, là, mais ça reste qu'un joueur qui a du talent, qui a de l'air d'autre travail, ça, je n'enlève rien. Mais je pense que ça va plus être en deuxième ronde pour Zachary Lawrie. Mais d'ailleurs, il a baissé un peu dans les listes. Au début de la saison, je te disais que c'était unanime. Il était première ronde par à peu près tout le monde. Puis là, tu regardes davantage de listes, là, des Scott Wheeler, des Corey Pronman, davantage début de deuxième tour, là, davantage entre 33 et 45 environ. Là. Donc, il y a Craig Button de TSN, je pense, qui le place encore très haut. Là. Je me demande s'il n'est pas encore top 10 ou top 12. Là. Mais effectivement, pour le reste, tout le monde. Parce que tu te bases sur ce que tu vois cette année, tu n'as pas le choix. Il n'y a rien d'autre. Là. Tu peux pas. Fait que tu te bases sur le petit échantillon que tu as. Puis ici, le petit échantillon que tu as, c'est un gars qui a été suspendu 4 fois dans l'année, dont une fois pour avoir craché dans le visage de l'adversaire. Peut-être que tu vas le baisser dans ta liste un peu, puis c'est juste normal. Puis dans le cas de Craig Button, ça a toujours été quelqu'un qui adore les joueurs de caractère et physique. Je me souviens d'avoir déjà entendu parler de Steve Bégin, puis de dire que Steve Bégin le prendrait dans son équipe n'importe quand, au profit de plein d'autres joueurs. C'est correct, c'est juste pour démontrer à quel point c'est un joueur qui va peut-être plus lui taper dans l'œil, si on veut. Là. Exact. Kevin, tu dis, tu te bases sur ce que tu vois. Ça devait être très difficile dans le repêchage de la LHJMQ. Les joueurs n'ont pas vraiment joué. C'est sans surprise que le joueur qui était classé premier par la centrale a finalement sorti premier, Ethan Gauthier. Tu as couvert ça dans les derniers jours. Parlons un peu de comment ça s'est passé, le repêchage de la LHJMQ en général, et à cause de la situation de la COVID, ça a été beaucoup plus complexe. Complexe, le mot est faible parce qu'il n'y a eu aucun match au Québec. Donc, les espoirs québécois ont joué littéralement aucun match. Fait que les recruteurs, ce qu'ils ont été obligés de faire, c'est de se baser sur la saison Bantam 3 l'an passé, puis aller voir des pratiques des joueurs cette année. Fait qu'ils ont scouté des pratiques. Puis souvent, les équipes pouvaient faire des petits scrimmages, des petits matchs simulés pour permettre aux joueurs de se faire valoir un peu, mais c'est à peu près tout ce qu'ils ont réussi à avoir. Alors que dans les maritimes, ça a joué dans la majorité des provinces, les lignes Jet 3 ont joué. Donc, le Phoenix de Sherbrooke, comme tu l'as dit, a pris Ethan Gauthier, qui est le fils de Denis Gauthier, qui était le choix logique, là, honnêtement. Là. C'était le joueur que tout le monde voyait comme étant le premier au total au début de l'année. Puis ils sont allés avec la logique. Est-ce que s'il y avait eu une saison complète, ça aurait changé la donne? Peut-être. C'est difficile à dire parce qu'honnêtement, même moi, les espoirs, je connais la dizaine de premiers. À part de ça, c'est des joueurs que j'ai jamais vu jouer de ma vie. Donc, je pense que les scouts ont fait leur travail. Le deuxième meilleur espoir, c'est Tyler Peddle, qui est un gars des Maritimes qui jouait pour le programme de Shattuck St. Mary's. Est-ce que à cause qu'il y a eu une bonne saison, ça aurait pu être lui qui aurait supplanté Ethan Gauthier? Peut-être, mais en même temps, lui, il avait dit qu'il évaluait la possibilité d'aller jouer aux États-Unis. Fait que je pense que le Phoenix de Sherbrooke a juste fait le bon choix. Gauthier, c'est un gars de Drummondville en plus qui jouait pour les Cantonniers de Magog, donc qui aurait joué pour les Cantonniers de Magog en fait, donc il connaissait l'endroit. C'est un petit gars local, un gars qui se compare à Brady Tkachuk. Fait que je pense que les gens de Sherbrooke vont l'aimer. Tu parles l'espèce de menace, entre guillemets, d'aller jouer aux États-Unis là, qui plane sur certains joueurs. C'était le cas pour Michael Mastro-Domenico, qui finalement ne s'est pas entendu avec les Cataractes l'année passée. Et là, les Remparts ont pris leur chance dessus en 5e ronde. Est-ce que tu t'attends à ce qu'il continue son plan d'aller jouer finalement à Notre-Dame l'année prochaine, ou tu penses qu'il va rejoindre les rangs de Québec? Moi, je pense qu'au moment où on se parle, son plan est toujours d'aller. En fait, je sais que son plan est toujours d'aller dans la NCAA. Patrick Roy l'a appelé tout de suite après l'avoir repêché, puis j'étais pas loin. Puis Mastro Domenico, il a dit qu'il était commis à l'Université Notre-Dame, puis que c'était son plan. Maintenant, les Remparts ne sont pas à leur premier barbecue. Ils l'ont fait avec James Malatesta il y a 2 ans. Ils ont repêché James Malatesta en 7e ronde, alors que lui était classé 10 ou 11e selon la centrale.
Finalement, ils ont réussi à le convaincre. Puis Malatesta, c'est un gars qui va être repêché probablement en 2e ou 3e ronde cette année. C'est un gars qui est très, très, très important à l'équipe. C'est un genre de Brendan Gallagher, là, un petit joueur fougueux. L'année passée, ils ont repêché en première ronde Evan Noss, qui lui aussi a des chances d'être repêché en première ronde, je pense. Qui lui avait dit non au Foreurs de Val-d'Or l'année d'avant. Les Remparts l'ont réclamé au repêchage l'année d'après, puis finalement, ils ont réussi à le convaincre. Donc, tu sais, à un moment donné, la loi du nombre, tu te dis, Patrick Roy a des arguments très convaincants. Puis c'est plus de l'argent parce qu'ils n'ont plus le droit, les équipes, de donner des ponts d'or aux joueurs comme ils le faisaient avant. Fait que c'est simplement de vendre le produit. Puis, tu sais, quand Patrick Roy débarque chez vous, avec Marc-Édouard Vlasic, parce que je sais que c'est ça comme ça qu'il avait réussi à convaincre James Malatesta, c'est des arguments qui sont quand même intéressants. Tu vois une légende de la NHL, puis un joueur qui a fait partie des meilleurs défenseurs défensifs pendant des années dans la Ligue nationale, puis qui sort de Québec et qui a été développé là. Ils veulent y aller pour la Coupe Memorial cette année, je pense, à Québec. Fait que ça aussi, c'est un plus. En plus, la Coupe Memorial, il y a des très, très fortes chances qu'elle soit à Québec cette année. Fait que, tu sais, Mastro Domenico, c'est pas le dernier venu, là. Tu sais, Tristan Luneau, que vous connaissez, ça a été le premier choix au total du repêchage l'année passée. Puis la majorité des gens s'entendaient pour dire que Mastro Domenico était assurément le 2e meilleur défenseur admissible à cette cuvée-là. Peut-être même le 2e meilleur joueur disponible. Puis il y en a des très bons qui sont sortis après. Fait que c'est un joueur de grand talent qui est potentiel espoir de première ronde dans la Ligue nationale l'année prochaine. Fait que maintenant, c'est Opération Charme. Là. Patrick Roy va sortir son violon puis ressortir la cassette qui est sortie à Evan Noss puis James Malatesta, savoir si ça va fonctionner. Mais s'il y a quelqu'un qui peut le convaincre, c'est bien. On se le cachera pas aussi, le marché de Québec rend ça peut-être un peu plus facile. C'est une ville de 500-600 000 habitants, 1000 habitants. Le centre Vidéotron, c'est un aréna de calibre Ligue nationale où tu as des installations de première pointe. La ville de Québec, c'est une ville qui vibre, c'est sans rien enlever à des endroits comme Bécomo, Val-d'Or ou Rouyn-Noranda, c'est des superbes endroits, mais c'est peut-être pas la même chose que Québec, par exemple. Ça, je crois que ça joue en plus en faveur, probablement, des Remparts. Assurément. Puis en termes de visibilité, tu sais jamais, hein, parce que là, le plan de Michael Mastrodomenico, c'est de retourner dans la USHL. Il a joué avec les Stars de Lincoln la saison dernière à 16 ans, puis là, il va y retourner l'année prochaine. Tu sais jamais comment ça va tourner. Fait, est-ce qu'à un moment donné, il va se rendre compte qu'il n'y a pas assez de visibilité parce que son coach ne donne pas de temps de glace? Puis, ça se peut qu'en cours de route, il décide, mais regarde, parce que l'année prochaine, c'est une grosse année pour lui, c'est son année de draft. Là. Fait qu'il faut qu'il joue, il faut qu'il soit employé. Puis, il n'y a probablement pas une meilleure place au Canada l'an prochain pour jouer pour un espoir que Québec à cause du marché, comme tu l'as dit. Patrick Roy est là, puis il va continuer de faire jaser parce qu'à chaque fois qu'il va avoir un poste de coach ouvert, on va parler de Patrick Roy, donc automatiquement, on va parler des Remparts, puis il veut avoir la Coupe Memorial. Donc, en termes de visibilité, Québec, c'est une place extraordinaire, puis il va avoir du temps de glace, il va avoir un spot pour lui, c'est sûr et certain s'il vient. Mais tu sais, ce que j'ai cru comprendre, c'est que le jeune, quand il a été repêché par les Cataractes de Shawinigan, lui est intéressé à jouer dans l'SGMQ, mais ses parents tiennent absolument à ce qu'ils suivent la route des collèges américains parce qu'ils veulent qu'il aille à l'école. Parce que le programme scolaire de la LSGMQ est encore très sous-estimé, puis même s'il a pris beaucoup d'aplomb dans les dernières années, est encore très sous-estimé par rapport au prestige des collèges américains. Fait que je pense que là, c'est les parents qu'il faut convaincre, puis c'est pas évident. Quand les parents prennent une décision sur l'école de leurs enfants, c'est difficile à changer comme idée, mais écoute, comme je disais, Patrick Roy a plus d'un tour dans son sac. Là, fait que, il va faire un petit peu d'Uber Eats, puis je pense que ça va, ça va le faire. Manger une bavette de bœuf à l'échalote avec un petit casson de frites. Exact. Mais tu sais, il y a un point qui est bon, puis je sais pas si tu te rappelles, Anthony, quand on a reçu Zachary Bolduc il y a quelques semaines, on lui avait demandé qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée un peu de la USHL à la LHGMQ, puis il nous avait un peu fait reconnaître que lui, au départ, pensait que son développement allait être davantage plus tardif, si tu veux, qu'elle allait être capable d'arriver dans la LNH, mais plus après 3 ou 4 ans après avoir été repêché, puis pour lui, la voie des collèges américains aurait peut-être été meilleure pour ça. Mais qu'au fur et à mesure, je ne me trompe pas, son agent, c'est Pat Brisson, là, au fur et à mesure qu'il a parlé à son agent puis avec son entourage, s'est peut-être rendu compte qu'il était peut-être plus près de la LNH qu'il le pensait, et que là, dans cette optique-là, la LHJMQ lui offrait peut-être quelque chose de meilleur, si tu veux, pour son encadrement. Là, il expliquait, il y avait des anciens coéquipiers qui, eux, sont du côté visent la NCAA, des gars comme Jacob Guévin, comme Guillaume Richard. Lui avait changé d'idée pour cette raison-là. Donc, est-ce que
ça va être un des arguments de vente de Patrick Roy de dire à Mastro Domenico, écoute, t'es pas si loin de la LNH, t'es plus proche que tu le penses. Et là, de cette façon-là, de dire, OK, sais-tu quoi, on te convainc de venir à Québec. Là. Puis ça va toujours avec l'historique. Hein? C'est une équipe qui a développé, tu sais, Rimouski, Bolduc. Est-ce que si c'est le Dracard de Bécomo qui l'avait. J'ai rien contre le Dracard de Bécomo, mais si c'est le Dracard de Bécomo qui l'avait repêché, est-ce qu'il aurait changé d'idée? Je ne sais pas, là, je n'ai pas la réponse, mais c'est sûr que quand tu es drafté par l'Océanique de Rimouski, c'est une équipe qui a de l'historique, c'est une équipe qui a de l'histoire, c'est une équipe qui a développé des joueurs de la Ligue nationale, un puis un autre, là, tu sais, puis fait que c'est sûr que tout va avec l'historique. Quand tu réussis à développer des joueurs, ça t'aide à en attirer d'autres. Puis les remparts, c'est la même chose. Puis probablement que le meilleur argument de vente pour Patrick Roy en ce moment, dans le cas de Mastro Domenico, c'est Evan Noss. Evan Noss voulait aller du côté des collèges américains, est allé jouer une année dans la USHL, finalement a décidé de faire le saut dans la LSGMQ. L'année passée, il a joué des grosses minutes avec les remparts, puis c'est un joueur maintenant qui est considéré comme un espoir de première ronde. Fait que il n'y a pas plus concret, puis il n'y a pas plus près que ça comme exemple. Mais maintenant, comme je dis, ça dépend toujours de la famille. C'est des décisions souvent qui vont au-delà du hockey. Là. La famille, souvent, ben, ils voient le big picture, comme on dit, là, puis ils se disent si jamais tu ne perces pas dans la Ligue nationale, ben, au moins tu vas avoir un diplôme américain. Alors que si tu peux venir ici, Anthony Duclair avait accepté de venir jouer avec les remparts, puis il étudiait pour une université américaine quand même, là, à distance, là, mais il avait sa bourse scolaire, puis il étudiait. Fait que c'est des choses qui sont possibles. William Rousseau, le gardien de 17 ans, il a décidé de venir à Québec l'année passée. Puis il voulait donner pilote d'avion. Ben, les remparts, ils ont dit parfait, on va te payer ton cours. Fait que, il a étudié comme pilote d'avion toute l'année en jouant au hockey. Puis, fait que, ça se fait. C'est juste qu'il faut convaincre les parents. Puis il y a une mentalité aussi dans la portion anglophone du Québec qui est très NCAA. Il y a beaucoup de joueurs du Lac-Saint-Louis et de Montréal qui décident d'aller au. Fait qu'il y a aussi comme tout le monde le fait, fait que moi aussi je veux le faire. Parce qu'il faut déconstruire cette vision-là, peut-être, puis le convaincre de la LGMQ. Mais... C'est sûr que lorsqu'ils ont Michael Matheson qui a fait la même chose et qui est maintenant devenu un défenseur régulier dans la LNH, un jeu de premier tour, ben, ça aide. Exact. Kevin, je te remercie d'être de passage aujourd'hui au podcast La Relève. C'était honnêtement, franchement intéressant. Je te souhaite un bon repêchage dans moins d'un mois, mine de rien. Ça s'en vient quand même assez vite. Et je le sais, tu seras aux prochains Jeux olympiques aussi. Alors, je te souhaite l'expérience d'une vie, mon chum. J'espère que tu vas bien t'amuser. Jaloux. un repêchage en direct de Tokyo, ça va être exotique. Ben, je pense que ça va être bien de fun. Puis, au-delà de tout ça, ce qui est le plus important, je te souhaite un bon match ce soir, Canadien Lightning. Profitez-en comme on va en profiter nous aussi. Merci les boys, c'est très agréable. Salut tout le monde, à la semaine prochaine. Ciao.